Maintenant, on va se concentrer un peu sur la question des cellules qui peuvent avoir une taille variable et un rôle variable selon l'organisation à laquelle elles appartiennent. Alors déjà, petites et grandes cellules. Là, vous retrouvez la structure qu'on a évoquée avec un branch leader, un cell leader et puis des members. Donc du côté des espions, on a souvent ces intermédiaires, c'est-à-dire des agents de liaison. Et puis vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune liaison horizontale. Et souvent, ces cellules dédiées à l'espionnage, elles comptent entre 3 à 5 personnes. Donc ce sont plutôt des petites cellules. Pour ne pas se faire détecter en fait, pour ne pas se faire trop repérer. J'en veux pour preuve donc les célèbres 5 de Cambridge, dont le leader un petit peu Kim Philby, un des super espions du XXe siècle. Autre exemple qui vient de confirmer ça, la cellule de Portland. Donc Portland, c'était une base navale du Royaume-Uni qui a été espionnée par les soviétiques dans les années 1950. Là aussi, on retrouve 5 personnes, dont des microfilmeurs et des radios. Dans le dictionnaire que je mentionnais tout à l'heure, on trouve cette phrase « Généralement, les antennes du KGB comportent un effectif de 5 agents, 4 opérateurs locaux et un coordinateur. » Le coordinateur, c'est l'officier traitant, en fait. D'accord, donc plutôt des petites cellules pour l'espionnage. Par contre, dès qu'il s'agit de cellules de combat, des sortes de résistants, des miliciens, des guerrieros, là, la cellule change un petit peu. Déjà, on a un peu plus de liaison horizontale entre ses membres, au moins entre les guerrieros, les exécutants. Et puis ce sont plutôt des grosses cellules, c'est-à-dire qui comptent plutôt 10 voire 12 personnes. D'accord ? Parce que là, il s'agit d'avoir une efficacité militaire. Donc si on n'est pas nombreux, militairement parlant, ça donne pas grand-chose. D'accord ? Alors là, comme exemple historique, on a le cas des réseaux Stay Behind de Gladio, qui sont en fait les armées secrètes de l'OTAN. Alors je vous explique rapidement. Pendant la guerre froide, l'OTAN et les Américains ont créé en fait des réseaux d'agents dormants qui étaient des miliciens bien entraînés, qui disposaient de caches d'armes enterrées dans des grottes ou dans des forêts. Et ces agents dormants étaient censés se réveiller si l'armée rouge franchissait le rideau de fer et envahissait l'Europe de l'Ouest. Ils étaient censés se réveiller, former les embryons des futurs mouvements de résistance. D'accord ? Alors bon, en vérité, parmi ces membres, ils n'ont pas toujours été des agents dormants. Certains ont utilisé les armes qu'on leur a confiées pour faire des attentats terroristes d'extrême droite. Bon, en attendant, donc, là je vous ai mis un extrait. Il parle du réseau Gladio de Belgique qui s'appelle le STC Mob. Bon, il y en a un deuxième, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Chaque instructeur recrutait, formait, entraînait un maximum de 10 agents volontaires. Donc là, les cellules de Gladio, qui devaient être des cellules de résistance, des cellules de combat, comptaient 10 personnes. Autre exemple historique, le cas de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Donc c'est une organisation de guérilla et puis de terrorisme des colons français d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, et qui était pro-Algérie française. D'accord ? Ça, c'est pour le cadre politique et historique. Et qu'est-ce qu'on nous indique ? Pareil, des commandos Delta, il y en aurait eu de 20 à 30, comptant chacun de 6 à 12 hommes. Donc là aussi, l'efficacité militaire semble primer sur le secret. Enfin, autre cas, les cellules mafieuses et terroristes qui répondent à ces structures clandestines pyramidales. Concernant la mafia, on a le cas de la Cosa Nostra, qui elle aussi est une structure qui est souvent organisée par famille, et chaque famille forme une petite pyramide avec des cellules indépendantes les unes des autres, sauf que cette fois, ces cellules ne sont pas dirigées par des officiers traitants, mais par des capots, c'est-à-dire des capitaines. Et tout en haut, on a le parrain avec son underboss. D'accord ? En exemple historique, on a la famille Lucchese de New York, qui représente Cosa Nostra à New York, qui est elle aussi une structure de ce type, parfaitement verticale et pyramidale, avec, vous voyez, en bas des capitaines.
D'accord? Concernant le terrorisme, je me suis basé sur cet article de l'Humanité qui est bien détaillé, qui évoque les réseaux du GIA, les terroristes algériens qui ont fait des attentats en France dans les années 90, notamment au métro Saint-Michel et puis au RER B. Et l'article de journal détaille bien le cloisonnement de ce réseau. J'en ai tiré en fait le schéma suivant. Donc là aussi, on voit une organisation en cellules. Des cellules qui sont plutôt là des petites cellules, pour là aussi ne pas être détectées, de 5 personnes, voire 3 personnes. Pas beaucoup de liaisons horizontales. Notez quand même que Vaux-en-Velin et Chasse-sur-Aune, c'est juste à côté, c'est dans le même département. Mais pourtant, ils ne se connaissent pas, à part Alette Calcal qui connaissent Safé Bourada. De même, notez des cellules logistiques, qui sont là des petites cellules de 2 personnes. Les logisticiens, ce sont ceux qui louent les planques, les entretiennent, achètent le matériel et stockent le matériel. Qu'en est-il aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, on a des changements, notamment avec l'arrivée d'Internet et des téléphones portables. En effet, maintenant, on n'a plus besoin des photographes et des microfilmeurs, comme on voit ici dans la revue Tintin. D'accord? Ça, il n'y a plus besoin de s'embêter avec ça maintenant que tous nos smartphones ont un appareil photo de très bonne qualité, qui fait aussi caméra, évidemment. Pareil, plus besoin de s'embêter avec les agents de liaison, les fameux courriers qui transmettaient un message d'un officier traitant vers un agent. Grâce aux différents réseaux et à Internet, et ben là, on n'a plus besoin de ces agents de liaison. D'accord? De même, on n'a plus forcément d'agents qui jouent le rôle de cryptologues, de codeurs. Maintenant, on a des applis téléphone portable qui le font pour vous. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou un matheux pour utiliser ces applications. Elles sont très ergonomiques. Du coup, eh ben, la structure des réseaux en a été impactée. On a des plus petits réseaux et surtout de plus petites cellules. Là, je vais prendre l'exemple des 10 agents russes illégaux qui ont été arrêtés par les États-Unis en 2010. La deuxième illustration est meilleure. Donc déjà, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il n'y a plus aucun agent de liaison, mais qu'on a par contre des liaisons Wi-Fi, des liaisons électroniques radio, si vous voulez, qu'on a plusieurs types de liaisons différentes, mais plus de boîtes aux lettres mortes, plus d'agents de liaison. Et puis on voit des petites cellules, des duos, des couples. Là, vous avez par exemple un officier traitant et son agent, ça fait que 2 personnes, ça en fait pas 3 ou 5. Autre exemple, là, Donald et Foley, ils forment un couple d'agents, ils n'ont pas d'officier traitant, ils sont en relation directe avec Moscou. Enfin, là, on a une cellule de 3 personnes. Donc, vous voyez, la taille des cellules a encore diminué, vu qu'on a pareil, plus besoin de microfilmeurs, plus besoin d'agents de liaison. Donc, comment évoluera la structure des réseaux à l'avenir, je ne sais pas trop, mais les principes de base seront conservés. Une structure verticale, pyramidale, sans liaison horizontale. Il faut qu'un agent puisse dénoncer au maximum 1 ou 2 personnes et pas plus. Et voilà pour l'essentiel. Enfin, je vais vous laisser sur une autre structure clandestine, celle de Daesh qui a fait les attentats du 13 novembre, les attentats du Bataclan. Sur cette infographie, on voit plein de cadres qui sont une multitude de cellules. En vert bleu, ce sont les cellules terroristes de kamikazes. En orange, ce sont les cellules logistiques qui tiennent les planques et qui apportent le matériel. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, les logisticiens, les artificiers, qui ont préparé l'attentat de Paris, après ils se transforment en kamikazes et ils commettent l'attentat de Bruxelles, de l'aéroport de Bruxelles. D'accord? Donc les logisticiens deviennent très vite des kamikazes. Cette infographie traite du même sujet, mais elle a l'avantage de mettre en avant les liens entre les personnes et surtout leurs actions. Merci pour votre écoute et à bientôt.